Les hydrates de méthane. C'est une glace capable de s'enflammer, car elle contient du méthane. Le même gaz qui permet de cuisiner et de chauffer les maisons. On en retrouve des quantités colossales dans les océans et dans les terres gelées de l'Arctique. Le développement des hydrates de méthane est un grand défi pour le Japon. De toutes les ressources d'énergie combustible, les hydrates constituent la meilleure énergie alternative. Pour la première fois de l'histoire, entre le 12 et le 18 mars 2013, du méthane issu des hydrates de méthane sous-marins enflamme une torchère installée à l'arrière du navire océanographique japonais, le Shikyu. Cette première va faire le tour du monde. Après 20 ans d'efforts, les Japonais viennent-ils de rendre accessibles ces immenses réserves de gaz qui sont estimées, à l'échelle mondiale, à plusieurs siècles de consommation? Cette nouvelle ressource constituera-t-elle une précieuse énergie de transition? Des dangers liés à leur exploitation pourraient-ils nous priver des hydrates de méthane? La glace qui brûle sera-t-elle une véritable opportunité énergétique ou une bombe climatique? Pendant plus d'un siècle, l'or noir a jailli abondamment et facilement des entrailles de la Terre, permettant un développement spectaculaire de la civilisation industrielle. À partir des années 2000, cette fabuleuse histoire s'essouffle. Les coûts d'exploitation du pétrole augmentent sérieusement, car les gisements faciles à exploiter se raréfient. Autre problème, l'utilisation massive de cet hydrocarbure et celle d'autres énergies fossiles comme le charbon, dont la combustion dégage du CO2, provoque un réchauffement global de la planète. Les énergies renouvelables, comme l'hydraulique, l'éolien ou le solaire, ne peuvent pour le moment satisfaire les besoins. Il faut donc trouver des énergies de transition, peu ou pas polluantes, capables de faire tenir notre civilisation du bien-être pendant quelques dizaines d'années. Avec une population mondiale de 9 milliards d'individus en 2050, les besoins en énergie vont donc continuer de croître vertigineusement, compliquant la tâche des experts qui cherchent à dessiner le scénario énergétique le plus responsable pour les prochaines années. Alors, les hydrates de méthane, qui émettent 30% de gaz à effet de serre en moins que le pétrole, vont-ils être cette énergie de transition qui fait si cruellement défaut? Quelles sont les accumulations les plus favorables à la production d'énergie? Ces accumulations existent-elles en quantité significative? Présentent-elles un intérêt? Le jeu en vaut-il la chandelle? Et si on en trouve, avons-nous les moyens de les exploiter en toute sécurité, d'une manière qui soit viable sur le plan industriel et responsable à l'égard de l'environnement? Ce sont les grandes questions, les questions primordiales. Sans la découverte des hydrates de méthane au fond des mers, dans les années 80, ces interrogations n'auraient pas cours. À l'époque, grâce à de nouvelles technologies d'exploration des fonds marins, les grands instituts océanographiques constatent l'existence des hydrates de méthane dans la plupart des mers. Les premières estimations des réserves de gaz contenues dans les hydrates de méthane sont astronomiques.
Il y aurait dans cette glace, répartie en de nombreux endroits du globe, l'équivalent des réserves mondiales d'hydrocarbures. Je pense que les hydrates de gaz finiront par être exploités. J'en suis sûr. Les ressources sont considérables. Elles sont tellement énormes qu'en comparaison, les réserves de pétrole et de gaz conventionnels de l'Arctique ont l'air ridicules. Au Japon, c'est surtout pour faire progresser la connaissance des mécanismes à l'origine des tremblements de terre qu'on explore les mers. Et là aussi, grâce aux outils d'observation sismique, on découvre beaucoup d'hydrates de méthane. En faisant des prélèvements du sédiment marin, il arrive même que des hydrates soient remontés sur le pont. Et chaque fois, cette glace qui contient du méthane excite la curiosité des chercheurs. Parmi les géologues qui ont dirigé l'exploration des hydrates de méthane autour du Japon, le professeur Ryo Matsumoto. Au cours des 20 dernières années, nous avons exploré les fonds marins à l'aide du BSR afin d'évaluer la quantité d'hydrates exploitables en tant qu'énergie. Des efforts importants ont été consacrés à ces explorations dans le but de l'exploitation industrielle. Tout autour de l'archipel, on détecte plus de 120 000 km² d'hydrates de méthane. Sans doute de quoi approvisionner le Japon pendant un siècle. Dépourvu de ressources en hydrocarbures conventionnels et avec une facture considérablement alourdie de par leur éloignement des pays producteurs de pétrole et de gaz, les Japonais ont rapidement perçu l'intérêt stratégique des hydrates de méthane. Premièrement, le Japon doit importer 97% du gaz de l'étranger. De plus, ce gaz nous revient extrêmement cher, puisque nos coûts d'importation sont 5 fois plus élevés que ceux des États-Unis et 2 fois plus que ceux de l'Europe. Par conséquent, développer les hydrates de méthane qui se trouvent au Japon est primordial afin de sécuriser l'approvisionnement du pays en énergie, d'où une mobilisation de l'ensemble du pays autour de ces recherches. Le gouvernement a rassemblé plusieurs des meilleurs instituts scientifiques du pays pour mener la recherche sur les hydrates. L'objectif, découvrir comment extraire le méthane à des coûts raisonnables tout en préservant l'environnement. Le développement des hydrates de méthane est un grand défi pour le Japon. Nous prêtons attention à la technologie et aux coûts, spécialement au niveau de l'exploitation. Les perspectives d'une possible exploitation des hydrates de méthane soulèvent des inquiétudes. Les controverses qui ont entouré l'exploitation des gaz de schiste sur le plan environnemental invitent à prendre des précautions. Une agence des Nations Unies, où travaille Yannick Baudouin, est chargée d'évaluer l'impact de ces projets sur les populations et sur l'environnement. On fait souvent référence au gaz de schiste aux États-Unis. Donc, vraiment, là, il y a eu un développement très rapide, une commercialisation très rapide, mais sans jamais vraiment penser aux conséquences. Donc là, avec les hydrates de méthane, on a vraiment réussi à amener la communauté scientifique bien avant, à partager leurs connaissances et à guider des décisions qui devraient peut-être être prises dans le futur. Par ses conseils, cette agence de l'UNEP espère bien pouvoir encadrer l'exploitation des hydrates afin d'éviter des catastrophes environnementales. Mais elle entend aussi veiller à la promotion d'énergies qui n'auraient aucun impact sur le réchauffement climatique. Si on décide simplement d'exploiter encore plus et encore plus et encore plus d'hydrocarbures, même si les hydrocarbures de gaz naturel sont plus propres, disons, que le charbon, mais on continue à mettre ça sur la même pile. La recherche sur les hydrates de méthane peut s'appuyer sur les travaux précurseurs des savants russes des années 60. C'est à la faveur d'une histoire qui tient du conte de fées soviétique que les spécialistes du gaz se sont d'abord penchés sur les hydrates. Du gaz naturel est alors héroïquement exploité en Sibérie, près du cercle polaire. Sous ces latitudes, le sol est constamment gelé.
La poche de gaz à Mesoyarha se trouve à plusieurs centaines de mètres de profondeur sous une épaisse couche de pergélisol. Pour nous en parler, un géologue spécialisé dans les hydrates de méthane, Vladimir Yakouchev, professeur à l'Université de Moscou. Le champ de gaz de Mesoyarha est situé dans une zone où le pergélisol est particulièrement dense. Sa profondeur varie entre 400 et 450 mètres. Cette couche de sol gelé crée les conditions propices à la formation d'une zone de stabilité des hydrates. Pour le plus grand bénéfice des Russes, le gaz jaillit généreusement, entraînant progressivement une baisse de pression dans la poche de gaz. Après plusieurs années, la pression devient si faible que la fin de l'exploitation est envisagée. En 1975, le gisement a été provisoirement fermé. Mais à mesure que la production diminuait, nous avons remarqué que la pression dans le réservoir se comportait de manière inhabituelle. Au lieu de diminuer proportionnellement à la réduction de la production, comme on pouvait s'y attendre, la pression ne répondait pas aux lois gazières habituelles. Plus surprenant encore, lorsque la production cesse complètement, la pression dans le réservoir continue d'augmenter. Comment s'explique ce phénomène? En vidant le gaz naturel, on a provoqué une baisse de la pression dans le réservoir. Cette baisse de pression a provoqué la dissociation des hydrates de méthane qui se trouvaient juste au-dessus. En se dissociant, ils ont produit de l'eau et du méthane. Ce méthane est allé spontanément dans le réservoir, provoquant une remontée de la pression. Alors qu'il aurait dû être épuisé depuis longtemps, le puits de Mesoyarha va continuer de fournir du gaz. Une véritable poule aux œufs d'or dont il ne reste qu'une petite flamme métallique perdue dans la toundra. Il faudra plusieurs années avant que la stupéfiante découverte des Russes ne suscite l'intérêt des Japonais. Au Japon, on a décidé de procéder à une évaluation beaucoup plus précise de ces hydrates de méthane marins. Une campagne d'investigation intensive est menée avant de décider quels hydrates sont exploitables. Sur la côte nord, dans la mer du Japon, par 1000 mètres de fond, les scientifiques aperçoivent d'abord des panaches de bulles de méthane de plusieurs centaines de mètres. Puis, ils découvrent que des gros blocs d'hydrates jonchent le fond de la mer. Mais ces hydrates de surface ne sont pas assez concentrés pour faire l'objet d'une exploitation industrielle. En revanche, de l'autre côté de l'archipel, dans l'océan Pacifique, les hydrates sont invisibles. Ils se trouvent dans le plancher océanique. D'après les observations sismiques, ils sont, dans la fosse de Nankai, plus concentrés que partout ailleurs au Japon. Avant d'attirer l'attention en raison des hydrates de méthane, la fosse de Nankai était surtout connue pour son activité sismique. C'est à cet endroit que la plaque des Philippines s'enfonce sous l'archipel du Japon, provoquant des séismes de forte amplitude. Depuis des années, les sismologues essaient de percer les mystérieux mécanismes tectoniques de cette faille. Ils étudient des milliers de carottes de sédiments précieusement conservées ici, à Kochi. L'un de nos objectifs est de détecter les signes avant-coureurs du prochain séisme et de connaître le degré de déformation des plaques tectoniques. Pour le docteur Kinoshita, les hydrates de méthane font depuis longtemps partie de l'histoire de la fosse de Nankai. Première étape, d'abondants dépôts de matière organique se forment. Ils seront à l'origine des hydrates de méthane. Deuxième étape, la plaque plongeante s'enfonce, entraînant avec elle la matière organique. Plus elle s'enfonce, plus la pression et la température augmentent.
Au fur et à mesure, la matière organique se décompose et se transforme en métal. Et enfin, troisième étape, un séisme se produit et les plaques se déplacent. La roche se fracture et facilite l'infiltration de l'eau. En utilisant ce genre de fissure, le gaz fabriqué en profondeur remonte. Et ce qui était du gaz se transforme en hydrate, sous forme concentrée, ce qui explique sa valeur en tant que ressource énergétique. Le potentiel énergétique qui dort dans cette faille sismique représente une énergie considérable, d'après le professeur Matsumoto. À l'heure actuelle, la concentration d'hydrate observée équivaudrait à environ 10 ans de consommation domestique. Le tout sur une zone de 5000 km². La concentration des hydrates dans cette seule zone représente un tel intérêt stratégique pour les Japonais qu'ils se sont décidés à les exploiter. Mais déverrouiller la cage de glace qui enferme chaque molécule de méthane n'est pas une simple affaire. Ce piège à méthane porte le joli nom de clatrate, en grec « fermeture ». Chaque clatrate est non seulement un coffre-fort pour le méthane, mais aussi un formidable mode de rangement. 1 mètre cube d'hydrate de méthane contient 164 fois plus de méthane qu'un mètre cube de gaz. Le gouvernement japonais a confié au laboratoire de l'AIST de Hokkaido la mission de forcer le verrou du coffre-fort de glace où est enfermé le méthane. Sous la direction d'Hideo Narita, les scientifiques cherchent à rendre accessible cette ressource énergétique qui repose à 1300 mètres sous la surface de la mer en pleine faille sismique. Voici la modélisation 3D des sédiments océaniques réalisés pour nos tests. La partie noire, ici en haut, représente le fond de la mer et les couches d'hydrate de méthane se trouvent entre 200 et 300 mètres en dessous. Pour développer une méthode de production, nous devons étudier les propriétés de ces réservoirs d'hydrate de méthane et analyser le déplacement du méthane lors de la dissociation. Ici sont analysés les échantillons de sédiments prélevés dans la zone de Nankai. On cherche prioritairement à connaître comment se répartit la glace des hydrates de méthane parmi les grains de sable. Les hydrates de méthane se trouvent dans le sable. Du coup, s'il y a trop de sable, le gaz se retrouve coincé, ce qui complique ses déplacements. Au regard de ces propriétés, nous avons tenté de déterminer la méthode de dissociation la plus efficace entre la méthode thermique et celle par dépressurisation. Après de multiples études en laboratoire, les Japonais décident de tester à l'échelle réelle ces 2 méthodes de dissociation des hydrates. Ils vont établir une collaboration avec le Canada où ont été identifiés des réservoirs d'hydrates aux caractéristiques similaires à ceux qu'ils veulent exploiter dans la fosse de Nankai. Le géologue Scott Darley-Moore a dirigé ces programmes menés à Malik dans le Grand Nord. Lorsque nous nous sommes lancés dans cette recherche en 1998, on ignorait pratiquement tout des hydrates de méthane. La recherche n'en était qu'à ses débuts. Une des raisons de ce partenariat avec les Canadiens tient à ce qu'il est moins coûteux de faire des tests à terre qu'en mer, même si tout le matériel nécessaire à la construction d'un puits et à l'installation d'une équipe de scientifiques doit être acheminé par une autoroute tracée sur la glace du fleuve Mackenzie. Nous sommes venus dans cette zone du delta du Mackenzie parce qu'il y avait là un important gisement d'hydrate de gaz qui nous permettait d'effectuer des recherches expérimentales et des études de développement. À Malik, les techniciens commencent par soumettre la méthode thermique, jugée la plus efficace, à l'épreuve du réel.
En 2002, nous avons pratiqué un essai thermique. Nous avons chauffé les hydrates de méthane et mesuré la quantité de gaz arrivant à la surface. La première méthode consiste à injecter de l'eau chaude dans le réservoir pour faire fondre les hydrates. Et ça marche. L'eau et le méthane se dissocient. Pour la première fois, une flamme provenant des hydrates de méthane brille dans la nuit polaire. Mais la joie est de courte durée. Ce test n'a pas été très productif et nous a montré à quel point il était difficile d'envoyer de l'énergie thermique dans le sol. Il n'a pas été très concluant. L'autre inconvénient de cette première méthode, c'est son coût énergétique. Chauffer l'eau représente une dépense qui réduit l'intérêt commercial de cette technique. La seconde méthode que les Japonais veulent tester, c'est celle de la dépressurisation. Cela consiste à modifier la pression dans le réservoir en pompant le liquide qui se trouve dans le tube qui relie les hydrates de méthane à la surface. La disparition du liquide fait chuter la pression et les hydrates de méthane pourront se dissocier. À nouveau, la torchère s'enflamme. L'opération se poursuivra avec succès pendant près d'une semaine. C'est donc la dépressurisation qui sera retenue pour exploiter les hydrates de méthane de la baie de Nankai. À l'heure actuelle, nous sommes certains que les hydrates de gaz présents dans des sédiments sableux, comme ceux de Malik, sont facilement accessibles à l'aide de techniques conventionnelles d'extraction. Nous sommes donc passés de la phase de découverte à la démonstration d'une technique efficace pour la production de gaz à partir des hydrates de méthane. Mais d'immenses défis nous attendent encore. Les progrès réalisés par les Japonais et les Canadiens rendent l'exploitation des hydrates de méthane plus probable que jamais. Mais avant de pouvoir passer à la phase de l'exploitation industrielle, il faudra encore s'assurer qu'il est possible de contrôler la dissociation sur de très longues périodes. Il faut aussi étudier les capacités du plancher océanique à recevoir les infrastructures d'exploitation. Et enfin, il faudra analyser les sédiments marins qui entourent les hydrates afin de comprendre leur réaction à la disparition des hydrates. À l'Ifremer, on enquête sur les risques posés pour le plancher océanique de l'exploitation des hydrates de méthane. L'ingénieur en géotechnique, Nabil Sultan, étudie des cratères sous-marins baptisés pockmarks, qui sont causés par les hydrates de méthane. Il faut savoir que la formation des hydrates de gaz rend le sédiment beaucoup plus rigide, beaucoup plus résistant. La disparition de ces hydrates de gaz peut fracturer le sédiment, le rendre quasiment liquide. Et donc, notre objectif était d'étudier ce lien entre hydrates de gaz et déformation sédimentaire. Pour cela, on a été dans le golfe de Guinée, au large du Nigeria. La première tâche de la mission a été de cartographier en haute définition une zone de 40 km² où se trouvent de nombreux pockmarks. Sur cette carte, on voit des zones de dépression qu'on voit ici en rouge, plus ou moins marquées. Donc ces dépressions, on les appelle les pockmarks, et on a plusieurs stades d'évolution de ces pockmarks, en allant d'un état initial caractérisé par la présence d'une dépression très légère, vers un état où la dépression elle est de plus en plus visible, jusqu'à l'état final qui est caractérisé par un effondrement d'environ 50 mètres sous le fond sous-marin. Des prélèvements du sédiment apportent la preuve de la présence d'hydrates de méthane. L'inspection de la colonne d'eau permet de constater des panaches de bulles au centre des cratères. La présence de plusieurs pockmarks à différentes phases de leur évolution permet à Nabil de découvrir comment les hydrates de méthane sont responsables de la transformation du plancher océanique. On peut voir ici une vue 3D de ces deux pockmarks.
un stade initial et un stade intermédiaire. Celui-ci est caractérisé par la présence des hydrates de gaz dans la partie centrale, mais aussi par la dépression à la périphérie de cette même structure. Il faut savoir que les données acquises dans cette zone montrent que cet effondrement, cette déformation sédimentaire est directement associée à la disparition des hydrates de gaz. Peut-on craindre alors que l'exploitation des hydrates, qui nécessitent des installations posées sur le fond de la mer, provoque des phénomènes analogues? On a vu que le résultat de la disparition de ces hydrates de gaz dans un milieu naturel sur plusieurs milliers d'années a eu comme conséquence ces déformations sédimentaires de plusieurs centaines de mètres de diamètre sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Donc j'imagine difficilement comment aujourd'hui on peut produire dans les mêmes conditions des hydrates de gaz naturels sans déformer le sédiment de surface, alors que la production va se passer sur quelques dizaines d'années. En aucun cas, les Japonais ne peuvent prendre un risque pareil, alors qu'ils veulent démontrer qu'il est parfaitement réaliste d'exploiter les hydrates de méthane sous-marins. Comment entendent-ils maîtriser le danger d'un effondrement des structures d'exploitation sous-marine? Cette question essentielle devra être résolue par l'expédition qui s'apprête à mettre le cap vers la fosse de Nankai. Les équipes chargées de déloger le méthane des fonds marins bénéficient du plus remarquable navire océanographique au monde, le Chikyu. Il détient actuellement le record du forage offshore le plus profond, 2111 mètres, sous le plancher océanique. Bien plus qu'il n'en faut pour cette mission, puisque les hydrates de méthane se trouvent à seulement 300 mètres en dessous du fond de la mer. De nombreux défis techniques doivent être relevés afin de pouvoir produire le gaz d'hydrate de méthane contenu dans les sédiments. Pour préparer le futur test de production, toutes les informations géologiques et géomécaniques nécessaires à l'installation d'un puits d'extraction sous-marin doivent être collectées. Elles seules permettront une sécurité maximale de l'opération. Les responsables hésitent encore entre deux types de réservoirs d'hydrate de méthane. Les environnements sédimentaires des deux réservoirs sont totalement différents. L'étude des échantillons nous donne les différentes caractéristiques de chaque réservoir. C'est primordial pour effectuer la future modélisation des réservoirs. Des dizaines de carottes sont prélevées dans le fond de la mer afin de déterminer lequel des deux réservoirs sera le plus intéressant à exploiter et lequel offre le plus de sécurité du point de vue de l'environnement géologique. Toutes les carottes passent par un scanner médical qui permet un examen non destructif de leur contenu. Une première étape avant de poursuivre leur étude à terre. Les analyses de ces échantillons sont capitales pour définir les conditions d'une éventuelle exploitation. Nous concentrons notre attention sur le comportement mécanique des sédiments. Malheureusement, nous manquons d'informations sur ce comportement, d'où le prélèvement d'échantillons de sédiments. Pour préparer cette première mondiale, les Japonais se sont entourés des meilleurs experts internationaux, comme Peter Schultheis de Geotech, spécialisé dans l'analyse des prélèvements géologiques. Les données géotechniques, de même que la caractérisation des sédiments et du réservoir lui-même, sont primordiales du point de vue de la sécurité. Si les calculs s'avèrent faux, si des erreurs ont été commises, un accident pourrait se produire. C'est pourquoi la sécurité est un élément essentiel de l'ensemble du processus. C'est l'élément clé de toute l'opération. Depuis les récentes catastrophes extracôtières, comme celle de la plateforme Deepwater, les niveaux de sécurité des forages sont très exigeants. Mais le simple retrait de ces grandes quantités de glace des sédiments marins pourrait occasionner un danger bien plus grand encore qu'un accident industriel. Des scientifiques familiers des risques géologiques, comme Hakim Kopf,
craignent que le retrait des hydrates de méthane n'entraîne des éboulements sous-marins aux conséquences bien plus dramatiques. Ils pensent que la dissociation des hydrates de méthane, qu'elles se produisent naturellement ou qu'elles soient provoquées par leur exploitation, s'accompagne d'une modification très dangereuse de la pression dans les sédiments. Quand la température monte ou que la pression diminue, les hydrates se désagrègent. Leur volume augmente considérablement et exerce une pression sur les sédiments, ce qui déstabilise le talus continental et risque de provoquer des glissements de terrain ou des effondrements susceptibles de déclencher des tsunamis. Le danger d'une telle catastrophe a été contourné par les Japonais, qui ont choisi un réservoir d'hydrates de méthane recouvert d'une couche solide de roches de plusieurs centaines de mètres. Une garantie contre les effondrements et les fuites de méthane dans l'océan. Le 11 mars 2011, le Japon est frappé par un violent tremblement de terre et un tsunami dévastateur. La vague géante balaie la côte sud du Japon et submerge les réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima. Une série de dysfonctionnements entraîne le plus grave accident nucléaire depuis Tchernobyl. Tokyo est plongé dans le noir. La seconde économie de la planète fait alors face à une angoissante crise d'approvisionnement énergétique. Cette catastrophe frappe l'opinion publique mondiale et propage une défiance durable envers le nucléaire dans de nombreux pays. Le drame de la centrale de Fukushima va sérieusement affecter la production d'électricité d'origine nucléaire au Japon et forcer les Japonais à mettre les bouchées doubles pour exploiter les hydrates de méthane. L'AIST vient de se doter d'un équipement unique pour effectuer une répétition du test de production. Ce réacteur géant a les mêmes proportions que la tête du futur puits d'exploitation et il permet d'en simuler le fonctionnement. Jusqu'à présent, les tests étaient faits à une échelle réduite d'environ 10 cm. Pour pouvoir reproduire en laboratoire les phénomènes tels qu'ils se déroulent sur le terrain, il fallait augmenter la taille de l'appareil. Les résultats obtenus vont permettre de planifier précisément le déroulement du prochain test. Ils servent aussi à optimiser le simulateur numérique d'exploitation des réservoirs. On peut voir sur cette simulation la progression de la dissociation des hydrates de méthane, représentée en vert, telle qu'elle devrait se dérouler dans le réservoir de la fosse de Nankai. Le puits est situé ici, à gauche, et le réservoir se prolonge de ce côté, à droite. En l'occurrence, il s'étend sur un rayon de 250 mètres. On dépressurise à partir du puits et la dépressurisation se propage du puits dans la couche géologique. Les zones océaniques les plus riches en vie organique le doivent souvent au méthane. En l'état de nos connaissances, le méthane enfermé dans les hydrates est hors de portée des bactéries. Mais les incroyables découvertes récentes sur la vie sous-marine devraient nous inciter à la prudence. Les scientifiques doivent se réunir pour étudier les enjeux liés aux grands fonds marins, aux hydrates de méthane, à l'exploitation et à la gestion de ces grands fonds. Nous allons bientôt devoir décider selon quelles conditions on peut accéder aux ressources des grands fonds de manière responsable et comment évaluer ces écosystèmes afin de les préserver pour les générations à venir. Les responsables de la JOGMEC sont particulièrement vigilants à l'aspect environnemental. Des expéditions ont recensé les espèces de plancton dans la mer de Nankai et des outils pour surveiller l'état biologique de l'eau autour du puits ont été installés. La loi japonaise leur impose de restituer le site à l'identique de ce qu'il était avant l'exploitation. Nous avons essayé d'anticiper l'impact que notre test allait avoir sur l'environnement sous-marin
les risques d'occasionner des fuites de méthane et les changements de la topographie. En janvier 2013, le Chikyu se rend discrètement dans la fosse de Nankai pour le premier test d'exploitation offshore d'hydrate de méthane. Ce test doit couronner une aventure scientifique et technique de plusieurs années. Aussitôt parvenu au-dessus du réservoir, le Chikyu déploie ses incroyables outils. De précédentes missions ont déjà préparé le test en creusant des puits destinés à l'observation et au monitoring du test d'exploitation. Le forage du puits d'extraction a été amorcé. Nous avons commencé par poursuivre le forage du puits principal jusqu'à la couche la plus profonde des hydrates de méthane. Les premières opérations techniques consistent à rendre opérationnel ce puits d'extraction d'hydrate de méthane. Il faut descendre la pompe dans le réservoir, comme à Malik. On installe un dispositif pour interrompre l'extraction du méthane en une poignée de secondes en cas de séisme ou de mauvaises conditions de mer. On s'assure de la parfaite étanchéité des structures. Hors de question que de l'eau ou du gaz provenant du réservoir se répandent dans l'océan. Un tube d'une taille exceptionnelle va relier le Chikyu au puits de production. Il permettra de récupérer le gaz et d'assurer le monitoring de la tête du puits. Koji Yamamoto est impatient de pouvoir lancer la dissociation des hydrates de méthane en pompant l'eau en dehors du puits. Pomper l'eau fait progressivement baisser le niveau. C'est la même opération que celle effectuée à Malik. Quelques heures plus tard, du gaz parvient au niveau de la mer et enflamme la torchère. Cette flamme brûlera pendant 6 jours sans interruption. Au final, nous avons pu produire 120 000 mètres cubes de méthane. C'est beaucoup plus que ce qui était prévu avant le test. Si ces résultats semblent favorables, le test n'est pas allé à son terme. L'opportunité de voir comment les hydrates de méthane se comportent sur une plus longue période est manquée. La pompe a absorbé du sable. Elle tournait à plein régime et le sable l'a engorgée, ce qui a causé l'arrêt de la dépressurisation. Les recherches pour exploiter les hydrates de méthane du golfe de Nankai ont englouti des investissements publics considérables. Mais elles n'ont pas encore abouti à des résultats suffisamment probants pour qu'ils soient exploités commercialement. D'autres hydrates attirent désormais l'attention, ceux de la mer du Japon, dont on pensait qu'ils n'étaient pas suffisamment concentrés pour être exploités. Les explorations récentes par le professeur Matsumoto ont permis de réviser le jugement initial. En 2005, avec un submersible appelé ROV, un sous-marin d'exploration, nous avons exploré les fonds marins sans relâche. C'est ainsi que nous avons découvert de nombreux blocs d'hydrates de méthane, saillants ou exposés sur le fond de la mer. Les observations sismiques ont permis de comprendre que les blocs d'hydrates visibles sur le fond de la mer appartiennent à des systèmes géologiques composés de nombreuses cheminées pleines d'hydrates de méthane. Ici, on voit des colonnes blanches qui montent jusqu'à la surface, d'un diamètre allant de 500 mètres à 1 km. Les hydrates de méthane se trouvent au sommet des cheminées. Différentes techniques, dont celles en usage dans l'exploitation des minerais sous-marins, sont à l'étude pour récupérer les blocs d'hydrates. Mais le fait qu'ils puissent remonter parce qu'ils sont plus légers que l'eau et qu'ils se dissocient d'eux-mêmes en venant vers la surface constitue des avantages considérables.
Les hydrates remontent donc par le tuyau. Lorsqu'ils atteignent la surface, la température s'élève et la pression baisse, donc les hydrates se dissocient d'eux-mêmes. Mais le plus intéressant se produit ensuite. Les hydrates se reforment dans les cheminées. Quand on extrait du gaz ou du pétrole, ou encore du charbon d'une mine, ces ressources énergétiques disparaissent pour toujours. Elles ne seront jamais remplacées. Les hydrates forment un système actif fait de gaz produit dans le plancher océanique. Ce gaz est ensuite piégé dans la zone de stabilité des hydrates. On peut retirer ces derniers, mais il y aura toujours une possibilité qu'ils se reforment plus tard. À l'aide d'un submersible, nous plongeons chaque année aux mêmes endroits pour renouveler nos observations. Et nous constatons par exemple qu'un cratère observé une année peut avoir été rebouché par des hydrates l'année suivante. Combien de fois les hydrates pourront-ils se reformer? Mystère. Mais un mystère intéressant, car il permet de réviser à la hausse les estimations de réserves d'hydrates de méthane. Très récemment, le gouvernement japonais a confié au professeur Matsumoto la direction d'un projet pour exploiter les hydrates de la mer du Japon. C'est une toute nouvelle voie, impliquant d'autres techniques moins coûteuses pour mettre la main sur d'autres hydrates de méthane. Le scénario de l'entrée des hydrates de méthane sur la scène des énergies de transition n'est pas encore complètement écrit, et il nous réserve peut-être d'autres surprises. Des pays comme l'Inde, la Corée et la Chine s'apprêtent à suivre l'exemple japonais. Mais les responsables nippons affirment que quelques années et des avancées technologiques sont encore nécessaires pour parvenir à l'exploitation industrielle des hydrates de méthane. Un grand pas vient d'être franchi pour en faire l'une des énergies de transition vers un futur sans hydrocarbures, un futur dont les terriens et le climat de la planète ont un si grand besoin.